Comme tous les jeudis, on retrouve, j'ai pas coupé mon téléphone, c'est vraiment décidément aujourd'hui la technique nous fait des horreurs. On retrouve comme chaque jeudi Ulrike Reisner qui est à Vienne sous un soleil d'hiver magnifique. Et puis nous allons faire le point de la situation. Nous allons faire le point de la situation germano-européenne, puisque les deux sont intriqués, et on sait que les élections ont lieu dimanche. Dimanche, c'est ça exactement. Alors comment ça se présente, Ulrike? Comme j'ai dit d'abord, je pense qu'on va faire une émission chaos allemande aujourd'hui. Pas chaos global, mais chaos en Allemagne. Mais en effet, la situation était toujours très compliquée avant, disons, en janvier, début février. Mais dès la semaine dernière, avec tout ce qui s'est passé autour de la conférence de la sécurité à Munich, la situation s'est bien aggravée parce que les partis se trouvent au milieu de ces campagnes électorales. Et maintenant, il y avait ce truc avec Trump, avec les États-Unis, avec la question de sécurité en Europe, avec un mini-sommet au Palais d'Élysée. Et c'est pour ça qu'on observe à ce moment-là une grande confusion, particulièrement dans les partis, particulièrement aussi aux médias. Dans la rue, je voudrais bien dire, c'est pas tout à fait grand-chose parce que les gens sont occupés par les malaises de vie, c'est-à-dire avec les prix, avec l'énergie, avec les coûts, etc. Mais en ce qui concerne les médias, la politique, il y a une grande fusion à ce moment-là. Mais alors, quand tu dis confusion, ça veut dire quoi au juste? C'est qu'ils savent pas s'ils sont pour le SPD, pour la CDU, CSU, pour l'AfD? C'est quoi la confusion? Le point, c'est que si tu prends par exemple la question de la sécurité en Europe, pas intérieure mais extérieure, c'est-à-dire la position de l'Allemagne en Europe, la position d'Allemagne à l'OTAN, il y avait bien sûr tout à fait les positions des partis, c'est-à-dire on sait que par exemple l'AfD est un parti qui est contre la guerre en Ukraine, comme est le parti de Sarah Wagenknecht. Alors on savait ça. Avec le SPD, les Verts, c'était comme ça que, bien sûr, ils ont supporté les livraisons d'armes et le soutien de l'Ukraine, mais il y avait aussi des différences entre les Verts et les sociodémocrates en ce qui concerne tout à fait l'écoute de ces affaires. C'est-à-dire, on a observé que Olaf Scholz, chancelier Olaf Scholz, a bien resté sur sur sa position que ça coûte très cher. Il y a des problèmes en Allemagne, bien sûr. Il est représentant du parti social-démocrate. Il y a des problèmes, des grands problèmes en Allemagne en ce qui concerne les retraites, l'écoute des soins, l'écoute des hôpitaux, etc. Et c'est pour ça que Scholz est bien resté sur cette position. Friedrich Merz, au contraire, il a toujours dit qu'il faut supporter la stratégie de l'OTAN. Il était absolument pro-l'OTAN, absolument pro-États-Unis. Il a aussi souligné qu'il faut acheter des armes aux États-Unis parce que c'était la seule place où on peut acheter des armes, etc. Mais j'observe dès la semaine dernière qu'il y a cette confusion, c'est-à-dire les partis en Allemagne se trouvent dans un environnement où il est difficile de dire ce qui va se passer même demain. Hein.
Et c'est pour ça, pour eux, dans cette phase finale des campagnes électorales, c'est énormément difficile parce qu'il faut toujours penser, alors, que dis-je pas? Et c'est pour ça qu'on observe cette confusion. Aussi, c'est intéressant en ce qui concerne les médias, qui restent toujours avec ces narratives qu'on connaît bien. Alors, Trump, c'est un danger pour l'Europe. Il reste avec ces narratives, par exemple, c'est fou ce qu'il dit, c'est fou ce qu'il fait. Par exemple, hier, il y avait ces posts sur les réseaux sociaux de Trump concernant la position de Monsieur le président Zelensky. Alors, il a dit que Zelensky était un dictateur, etc., etc. Et ça, avec les médias en Allemagne, ça crée quelque chose comme une confusion, hein, parce qu'ils ont tout préparé pour leur narratif, pour les élections, et maintenant, ils se trouvent tout à fait, ils se réveillent dans un environnement qui est tout à fait différent. Et avec ça, on observe, ils ne savent pas comment faire maintenant. En français, on dit une sidération. Ils sont sidérés par ce qui leur arrive. Mais alors, concrètement, les sondages, ils donnent Scholz et Merz où? Et l'AfD? Alors, je pense qu'en Allemagne, la situation est tout à fait pareil comme en France, par exemple, parce qu'il y a plusieurs instituts, plusieurs entreprises qui préparent et qui offrent des sondages. Alors, il y a un sondage d'hier de INSA qui dit 30% pour les conservateurs, parce qu'il faut toujours faire attention. Si je parle des conservateurs en Allemagne, c'est toujours deux partis. Parce que c'est le CDU de Friedrich Merz, c'est le parti Christlich-Demokratische Union. Et d'autre part, c'est le CSU qui n'existe qu'en Bavarie, qui est aussi un parti conservateur et qui est parti frère au CDU. C'est-à-dire, il faut toujours penser que ces deux partis, si je parle des conservateurs, alors 30% pour les conservateurs, à peu près 15% pour Olaf Scholz et les sociodémocrates, à peu près 20%, 21% pour l'AfD. Et avec les Verts, ça, c'est un peu différent, 10%, 12%. Et de plus, il devient intéressant parce qu'il reste la question, il y a cette marche de 5%, si ça sera possible pour le FDP. C'est le Parti libéral. Le Parti libéral, pour le parti de gauche et pour Sarah Wagenknecht d'entrer au Bundestag. Alors donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'avantage de Merz n'est pas si net que ça. Il est au coude à coude, comme on dit, avec les sociodémocrates. Du tout. Et la grande question à ce moment-là, parce que je dis toujours qu'on peut bien comparer la situation en Allemagne avec la situation en Autriche, parce que ce sont deux pays fédéraux, c'est-à-dire en Autriche, on observe maintenant que se réalise apparemment une coalition entre les conservateurs et les sociodémocrates, et on attend la même chose pour l'Allemagne. Mais à ce moment-là, selon le sondage, ça sera presque peut-être pas possible que les deux forment une coalition avec une majorité au Bundestag. C'est-à-dire, ça c'est toujours pour le dimanche, pour dimanche soir, c'est la grande question si les conservateurs et les sociodémocrates seront capables, les deux ensemble, de réaliser une coalition avec une majorité au Bundestag. Est-ce qu'on sait
parce qu'on a vu Olaf Scholz à Paris au mini-sommet de l'Élysée cette semaine, où en fait, assez légitimement, il ne peut pas se positionner, il ne peut pas engager l'Allemagne à 4 jours des élections sur une stratégie vis-à-vis de l'Ukraine, et notamment sur l'envoi de troupes allemandes en Ukraine, mais c'est ce qui est en débat. Est-ce qu'on sait ses positions s'il est réélu, puisque je comprends de ce que tu nous dis que Olaf Scholz pourrait être réélu, pourrait rester en poste. Est-ce qu'on sait ce qu'il fera sur l'Ukraine ou ce qu'il apportera dans la besace européenne sur l'Ukraine? Et est-ce qu'on sait ce que fera Merz si c'est Merz qui passe? J'ai toujours dit que je suis pas voyante, mais si j'observe le discours de Friedrich Merz, commençons par Friedrich Merz parce que je pense que c'est un peu plus facile d'expliquer. Avec Friedrich Merz, c'est clair. Friedrich Merz, il est lobbyiste de BlackRock. Friedrich Merz est un supporter. Non, je te coupe un peu, mais donc tu dis il est lobbyiste de BlackRock. En fait, après son éviction, comme on dit, de la politique par Angela Merkel, il a fait un passage chez BlackRock au moment où il n'était plus élu. Voilà, je tiens à préciser pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Friedrich Merz a travaillé comme lobbyiste pour BlackRock en Allemagne. C'est pour ça que je pense qu'il y a un certain, comme on dit en anglais, mindset. C'est-à-dire, tu changes pas ton mindset après être élu comme chancelier, etc. C'est-à-dire, je pense que si Friedrich Merz deviendra chancelier de l'Allemagne, il y avait toujours cette approche aux États-Unis, cette approche à la technostructure, cette approche à l'OTAN. Ça rend plus probable qu'il y aura une solution en ce qui concerne OTAN-Ukraine avec l'Allemagne. Mais moi, je suis bien prudente en ce qui concerne cette question parce que, comme j'ai dit, nous nous retrouvons maintenant dans un environnement chaotique. En ce qui concerne Olaf Scholz, c'est un peu différent parce que Olaf Scholz a bien compris qu'il y a une majorité en Allemagne qui est contre la guerre et contre une idée d'envoyer des soldats en Ukraine. Mais si je peux ajouter ça, je répète ça, je pense 2, 3, 4 fois par jour s'il me demande en ce qui concerne les troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Je dis toujours attendons, s'il vous plaît, parce que moi, je peux pas imaginer à ce moment-là que les Russes acceptent des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, je suis bien étonnée parce que les médias, patati et patata, tout le monde est nerveux, tout le monde se demande ce qui va se passer. Et moi, je dis, excuse, il y a les sanctions, hein, il y a ce passé de maintenant 3 ans de guerre en Ukraine. Il y avait tout ce qui s'est passé entre l'OTAN, les pays de l'OTAN, Bruxelles et la Russie. Alors, attendons ce qui va se passer en ce qui concerne des soldats sur le sol ukrainien. Il y a d'autres sujets en Allemagne que alors l'Ukraine occupe beaucoup les esprits, mais aussi parce que c'est un sujet plus facile à appréhender. Mais il y a un autre sujet qui occupe l'Allemagne. Ce sont quand même les menaces protectionnistes de Donald Trump, puisque aujourd'hui l'Allemagne est le premier fournisseur des États-Unis. Et que l'Allemagne gagne beaucoup d'argent avec ses exportations vers les États-Unis, et particulièrement l'industrie automobile allemande, qui est encore vivante, notre grande surprise, malgré tout ce qu'on lui fait. Je crois que l'Allemagne a vendu 400 000 voitures nettes aux États-Unis. Je crois que c'est en tout cas de belles opérations. Puis c'est pas des petites voitures, c'est pas des Renault. Comment l'industrie allemande va se positionner par rapport
au protectionnisme de Donald Trump, puisqu'on a tous bien compris que, a priori, Trump va trouver un accord avec la Chine pour arrondir les angles, et la cible, il y a beaucoup de chances que ce soit l'industrie allemande et derrière elle, tout l'écosystème européen. En effet, c'est une question essentielle. Il faut vraiment dire que cette question essentielle était un peu, comment dire, sous-représentée dans les campagnes électorales. Ça a différentes raisons. Il y a différentes raisons pour ça. Premièrement, il y avait toujours cette question des élections aux États-Unis. Et il y avait toujours cet espoir, peut-être, il n'y aura pas Trump. Après, on a attendu ce qui va se passer avec son investiture, c'est-à-dire que va-t-il dire, que va-t-il faire. Maintenant, c'est clair qu'il est bien prêt de réaliser, par exemple, les douanes, etc., etc. Mais pour l'industrie, c'est clair. L'industrie dit il est trop cher, trop compliqué de produire en Allemagne à ce moment-là. C'est-à-dire, pour l'industrie en Allemagne, c'est pas seulement une question des États-Unis et de Trump, mais c'est si on pense à la base de l'industrie, c'est une question des coûts. Hein? C'est pour ça que l'industrie a très longtemps, pour une très longue période, constaté que c'est presque impossible de produire en Allemagne à une échelle, à un niveau comment dire, d'être capable de réaliser leurs profits vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des BRICS, etc. Et aussi vis-à-vis aux États-Unis. Maintenant, il y a cette question de Trump et sa politique des douanes, sa politique d'économie. Et bien sûr, il y a cette pression de l'industrie allemande en ce qui concerne le gouvernement. Et ça, c'est peut-être plus facile avec un chancelier conservateur qu'avec un chancelier qui est représentant, par exemple, des sociaux-démocrates. Si je peux ajouter un petit truc, parce que à ce moment-là, comme j'ai dit, tout est très chaotique. Mais par exemple, Friedrich Merz, il change de stratégie presque chaque jour. C'est-à-dire, il a dit, on fait pas de coalition avec les Verts. Parce que c'est impossible. Les Verts ont détruit non seulement le système énergétique en Allemagne, mais aussi l'industrie, avec tout ce qu'ils ont fait. Monsieur Habeck, il est en effet ministre de l'économie, il est un Vert. Et Friedrich Merz a tout à fait dit pas de coalition avec des Verts. Maintenant, si on voit les sondages, il devient clair peut-être si Friedrich Merz veut devenir chancelier, il faut qu'il fasse une coalition, par exemple, avec les sociaux-démocrates et les Verts. Et maintenant, il y avait la question, et M. Habeck, va-t-il devenir encore ministre de l'économie? Non, tout à fait, a répondu M. Merz, parce qu'il sait bien qu'il y a cette pression de l'industrie allemande qui dit, écoute, c'est une question d'écoute et c'est aussi une question des taxes. Si c'est plus profitable qu'on produit aux États-Unis, on y va. Et ça, pour l'Allemagne, c'est une menace, il faut dire ça. C'est douloureux. Ça serait douloureux. Dis-moi en passant, j'ai lu quand même que le patronat allemand s'était exprimé, je ne sais pas si tu as vu ça, s'était exprimé sur les causes de la désindustrialisation en Allemagne, ou en tout cas
les causes des difficultés économiques et industrielles allemandes en disant c'est parce que les Allemands ne travaillent pas assez. Est-ce que ça te parle, ça? Euh, Non, évidemment. il faut distinguer, il y a un avis public et il y a mon avis. Oui. Alors, Comment ça donne-nous les deux, fais-nous les deux. Alors, l'opinion des médias, l'opinion du public, c'est non, nous travaillons assez. C'est-à-dire, il faut trouver cet équilibre entre le travail et la vie. Et c'est énormément important que les gens aient tout ce qu'il faut pour ses besoins, pour leurs besoins personnels, etc. Mais moi, je suis aussi entrepreneur, c'est-à-dire mon mari et moi, on a un cabinet d'avocats à Vienne. Et comme entrepreneur, je dis, on travaille trop peu. C'est pas nous, les entrepreneurs, mais les gens, ils travaillent trop peu. Les salariés. Non, c'est les salariés, c'est ça, exactement, parce que je te donne un exemple. Si je cherche maintenant un assistant pour notre cabinet, la majorité va dire ah oui, peut-être 20 heures par semaine ou 25 heures par semaine. 40 heures par semaine, ça c'est trop. Non, non, parce que pour moi, j'ai besoin d'un peu de liberté, je veux être flexible. Il y a, je ne sais pas, la famille, je ne sais pas, le sport, etc. C'est bien important. C'est ce que nous observons comme entrepreneurs en Autriche et c'est tout à fait la même chose en Allemagne. C'est que il est difficile de restaurer cette crise économique parce que les coûts sont très chers et les salariés, ça c'est vrai, ils travaillent trop peu. Maintenant tu ris. Non, mais parce que moi, je le dis régulièrement, ce que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est en France, je vois qu'il y a la volonté de continuer à rêver. Alors, il y avait un philosophe français qui s'appelait Philippe Muret, qui avait inventé ce concept d'homo festivus. C'est l'humain contemporain pense qu'il est là pour s'amuser. Et beaucoup de Français sont convaincus qu'on peut redevenir un grand pays en continuant à s'amuser. Quand on leur dit, il faut surtout se mettre au travail, dire, ah, vous êtes fasciste, vous êtes ultralibéral, vous êtes macroniste, vous êtes détestable, vous êtes arrogant, vous êtes bête. Ah, j'en ai même qui vous avez un double menton, donc vous êtes horrible. Et je vois qu'en Allemagne et en Autriche, il y a le même sujet, c'est-à-dire que beaucoup de salariés croient au Père Noël. Ils croient qu'on peut améliorer son train de vie en arrêtant de travailler ou en expliquant c'est les autres qui vont payer pour moi. Donc tu me confirmes que au fond, il y a bien une crise européenne qui est la crise. C'est tout à fait, non, non, c'est tout à fait la même chose et j'affirme que c'est mon opinion personnelle, mais je te donne un exemple. C'est ton opinion d'entrepreneur. Oui, oui, bien sûr, je te donne un exemple. Hein. Si tu cherches, par exemple, des salariés ou bien des entreprises qui nettoient, qui font le nettoiement des offices, des bureaux de notre cabinet, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce que les règles sont ultérieurement strictes. Par exemple, si tu trouves quelqu'un qui vient 2, 3 fois par semaine pour nettoyer le cabinet, c'est pas possible que cette personne lave aussi les fenêtres. C'est pas possible. Il y a une règle. Hein? Comme en France. Tu sais, c'est quoi le résultat? Ça coûte cher, c'est compliqué. Le résultat, c'est que moi, je lave les fenêtres. Et ça, c'est la vérité. Il faut dire ça, il faut constater ça. Et pour moi, c'est pas de problème. Hein? Mais pour l'économie, pour le grand, pour le pays, pour la question de restaurer l'économie, ça, c'est un grand problème.
C'est pas de question si madame Reisner lave les fenêtres ou pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que si je lave les fenêtres, je peux, réfléchir un peu, ce que je vais, Très bien, voilà. discuter avec Eric Ferrac et cetera. Mais, si tu prends ça comme un tout petit exemple, ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème et le problème, c'est que les la plupart des gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'ils sont bien, comment dire? Habitués, comme tu dis, à une vie où il y a soit la liberté, la fête et cetera, ou l'état social. Et ça, en Autriche et en Allemagne, c'est un grand truc parce que, les aides sociales, ils sont, très hauts, hein, et c'est pour ça, pour les gens, à ce moment-là, la question ne se pose pas. Mais je vois, par exemple, avec, les négociations de coalition en Autriche, on a eu, la nouvelle aujourd'hui, on a eu la nouvelle que, introduire, les conservateurs et les sociaux-démocrates, une taxe pour, les banques et les groupes, énergétiques. Il faut dire ça, c'est évidemment, mensonger car les banques et les groupes énergétiques répercuteront immédiatement les coûts aux consommateurs et ils ont aussi, dit qu'ils vont introduire plus de taxes pour les retraités en ce qui concerne, les soins, médicaux et cetera. Tu vois? C'est-à-dire les gens, à ce moment-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe, hein, parce qu'ils sont tout à fait, habitués à avoir, les bonnes côtés de la vie, où ils sont bien, leur attention est récupérée par les mobiles, les réseaux sociaux et cetera. Mais on voit, par exemple, avec la situation en Autriche, que la situation va s'aggraver. Et moi, je dis, même après les élections le dimanche, soit qu'il y aura une coalition entre Friedrich Merz et les sociaux-démocrates, soit une autre coalition. Le problème reste toujours, le même, c'est-à-dire si l'Allemagne tombe économiquement, si l'Europe qui tombe. Et c'est toujours une question parce que l'Allemagne, c'est un très grand pays au milieu du continent. Et Mmh. c'est pour ça, à mon avis, c'est une situation bien dangereuse à ce moment-là. Et ça, c'est aussi quelque chose où je vois que les médias ou la politique ne veut pas discuter ce problème à grande échelle. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que, en France, je vois bien, mais je comprends de ce que tu dis qu'en Autriche, en Allemagne, dans l'empire des Habsbourg, on rappelle qu'on peut suivre tes papiers sur le courrier, tes papiers écrits. Dans l'empire des Habsbourg, on voit que les problématiques sont au fond les mêmes. Beaucoup de gens, se fédèrent, se rassemblent dans la contestation, dans le diagnostic de tout ce qui ne va pas. Alors, quand on veut dénoncer quelque chose, on a plein de gens qui disent bravo, 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 mais qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Et Mmh. beaucoup de gens imaginent que les solutions, c'est de la magie et qu'ils n'auront pas d'efforts à faire, mais nous allons être spectateurs j'allais dire, de l'échec, de l'écrasement de ceux qui disent rien ne va, mais on ne veut surtout pas faire d'efforts. Voilà. Oui, 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 Ils oui, vont vivre oui. des moments difficiles. Oui, 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 mais il y a, tout à fait, il y a une différence parce que tu as parlé des pays de l'ancien, empire d'Habsbourg. Je vois tout à fait, une différence, en ce qui concerne le pays de l'Europe centrale et de l'Est, surtout, entre, la population, entre les gens de mon âge et plus. Il y a tout à fait une différence parce que ces gens-là, ils savent très bien ce qui s'est passé dans le passé. Ils savent très bien,
que tout ce qui s'est passé avec l'Union européenne, c'était vraiment, vraiment, vraiment un grand chaos parce que on leur a promis du paix, pardon, du paix. On a, on a donné, on voulait leur donner la démocratie, etc. Et maintenant, c'est le résultat. Alors, je pense que dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de Sud-Ouest, il y a des situations un peu différentes. Mais en ce qui concerne l'Allemagne et l'Autriche, la situation va devenir encore pire. Ça c'est sûr. Parce que, comme j'ai dit, c'est tout à fait ce que tu peux regarder, observer en ce qui concerne la discussion de l'Ukraine. Écoutez, l'Ukraine, c'est un État échoué, c'est un État qui a fait faillite, c'est un État où il y aura encore des problèmes encore plus grands après la guerre. Hein. Et c'est pour ça que moi, je pense, comme tu dis, pour la plupart des gens, particulièrement des gens avec comment on dit, qui ont eu des études à l'université, etc. Ils ont, comment on dit en anglais, un peu brainwashed. Le cerveau lavé. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, est-ce qu'on te retrouve quand même 5 minutes dimanche dans la journée? Je sais que tu as prévu de nous faire un papier de résumé des élections, mais est-ce qu'on a une chance de te croiser 5 ou 10 minutes en vidéo dimanche pour que tu nous donnes l'ambiance des élections en Oui, Allemagne? volontiers, Bon, volontiers. eh bien, écoute, ce sera un plaisir. Merci de ta disponibilité, Ulrich. Tu vas voir, on va avoir des commentaires encore haineux parce que plus l'angoisse monte, plus les gens sont animés d'une haine terrible contre tout ce qui leur dit le contraire de ce qu'ils espèrent. Voilà. Tous ceux qui ne leur vendent pas du rêve se font détester. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, c'est toujours la même chose et c'est ce que je dis chaque jour, aussi avec mes salariés, etc. Écoutez, on va progresser, c'est-à-dire chaque jour, on recommence, hein, et on a de l'espoir et on a une collaboration, une coopération avec des réseaux, etc. Et bon, c'est la situation à ce moment-là, mais pourquoi pas? À dimanche alors, Ulrich. Gros bisous.